Bien, bah, écoutez, je vais commencer sur le thème sur lequel nous avons décidé en fait de réaliser ce séminaire, qui va toucher donc les nouvelles caméras thermiques, Fluke en l'occurrence, mais dédiées à la R&D ou à la maintenance prédictive. En fait, ce que je veux mettre en évidence par le biais de ce séminaire, en fait, c'est la frontière qui devient de plus en plus ténue, on va dire, entre des applications laboratoires un petit peu haut de gamme, d'applications terrain, maintenance, qui peuvent être elles aussi de plus en plus haut de gamme. Et le lien entre les deux tend à disparaître de plus en plus. Alors, bien entendu, si on parle de caméras de laboratoire de haut niveau, de caméras de recherche, là on est dans un autre domaine et ça n'a rien à voir, mais je voulais plus particulièrement donc focaliser sur, voilà, sur ce genre de caméra où là on voit par exemple sur cette photo ici, vous voyez un technicien ou un ingénieur qui va réaliser un mapping, une cartographie d'une carte électronique. C'est des choses qui étaient quand même plutôt dédiées il y a quelque temps à des caméras plutôt typées laboratoire, donc avec un nombre de points importants sur la matrice, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein, donc ça bouge pas mal dans ce domaine-là. Hein. Alors, je vais commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas, en tout cas par une toute petite présentation. Distram, qui sommes-nous? Alors, on est une société donc, fabricante et distributeur d'appareils de mesure depuis 1979. On est spécialisé dans tout ce qui va toucher le domaine électrique, électronique, la mesure physique. Et on s'est spécialisé depuis 2010 sur une partie plus spécifiquement touchant l'efficacité énergétique, où là on va bien évidemment mettre en œuvre un certain nombre de capteurs avec la technologie actuelle, des objets connectés et toutes ces parties-là. Alors les secteurs d'activité, vous les voyez, ça touche l'industrie, ça va toucher bien évidemment le bâtiment aussi, l'enseignement, la recherche et tous les domaines sur lesquels on a à voir à travailler sur une partie maintenance qui peut être électrique et électronique aussi. On est basé à Troyes dans l'Aube, hein, juste à côté à Sainte-Savine précisément, et on a une couverture nationale, hein, puisqu'il y a deux agences, une qui est en région parisienne, d'où je vous parle en ce moment, et une deuxième qui est dans le sud, à côté de Marseille en fait. Hein. Donc les coordonnées, vous les avez là, donc si vous avez besoin, vous pouvez nous joindre ici directement, ou vous pouvez me joindre directement si vous avez des questions complémentaires. Je vous donnerai bien évidemment mes coordonnées sur la fin de ce PowerPoint. Hein. Alors, on va commencer quand même dans tout ça par un tout petit peu d'histoire, hein, parce que c'est pas si loin que ça, mais voilà, il faut quand même essayer de se rappeler un petit peu des grands ancêtres des caméras thermiques. Hein. Donc voilà, bon, si on commence sur la gauche ici, on part sur une caméra qui s'appelait donc la Thermal 651 d'une société qui s'appelait AGA à l'époque, qui a été le premier système infrarouge commercialisé donc, au monde à partir du milieu des années 60. C'est un appareil qui nécessitait, pour conserver une bonne sensibilité thermique, d'y inclure de l'azote liquide régulièrement. Hein. Oui, ça c'était assez efficace, puisque ça permettait quand même déjà à l'époque d'avoir une sensibilité thermique qui était excellente. Et tout ça est un peu particulier, puisque vous aviez un capteur qui était un monocapteur, et on avait des systèmes optomécaniques qui venaient créer des systèmes de lignes et de colonnes, mais d'un point de vue mécanique. Hein. Et tout ça était ressorti sous un signal électrique qui était envoyé vers l'oscilloscope, où là on avait utilisé les axes XY et en travaillant aussi sur la profondeur de champ sur l'axe Z pour donner des graduations dans la luminosité. Hein. Donc tout ça n'était pas super efficace d'un point de vue portabilité, parce que quand même on était sur un ensemble qui, tout compris, sur cet équipement-là, faisait autour des 50 kg. Il fallait se rajouter un oscilloscope qui était à l'époque pas des oscilloscopes portables, c'est le moins qu'on puisse dire, donc ça devenait quand même un petit peu complexe. Hein. Alors évolution, là on va se projeter déjà un petit peu plus loin, hein, puisqu'on va arriver sur des caméras d'une société qui s'appelait SAT à l'époque, la SAT, qui a évolué dans beaucoup de directions. Alors c'est des caméras qui étaient plutôt dédiées à l'origine en fait au domaine militaire. Les caméras que vous voyez ici, en fait, des caméras d'essai qui ont été intégrées dans des systèmes de visualisation pour des missiles, par exemple, des choses comme ça. Hein. Donc là, on a, vous voyez, cette caméra-là, c'était une des premières caméras qui a eu un balayage électronique. Hein. Donc on était sur des détecteurs IRCCD à l'époque, qui étaient mis en ligne colonne, et on avait un balayage électronique, et on ressortait l'information directement. Hein. Ce qui donnait déjà de bons résultats, comme vous pouvez le voir, hein, puisque vous voyez ce thermogramme ici, c'est un thermogramme qui était pris de la SAT directement, de l'usine de la SAT. Donc on visualisait le Sacré-Cœur et vous voyez le genre d'informations qu'on récupérait déjà à l'époque
voyez, dans les années 82. Quoi. Alors, ça a un petit peu évolué depuis, hein, donc avec l'évolution depuis 1960, donc l'évolution de la microélectronique et de la recherche fondamentale nous ont permis donc une évolution décisive dans les années 80, hein, par la possibilité d'obtenir une représentation thermique par une matrice de détecteurs qu'on appelle FPA, qui est un détecteur de plans focaux, et donc non plus du fameux système optomécanique dont je vous ai parlé tout à l'heure, couplé à un monodétecteur. Hein. D'où forcément un gain de poids, robustesse, consommation et durée de vie. Hein. Par la réalisation toujours des détecteurs FPA, ils ont aussi une bonne résolution thermique, hein, tout en travaillant les températures ambiantes. Hein. Donc on a eu la possibilité d'avoir, bien évidemment, la possibilité de travailler sur les températures standards, habituelles, classiques, et non plus avec l'obligation de refroidir les détecteurs, ce qui posait quand même pas mal de soucis. Hein. Donc ça a donné une portabilité forcément beaucoup plus importante que celle qu'on avait précédemment. Donc gain de poids, facilité d'utilisation, consommation d'énergie aussi bien évidemment, parce que c'est beaucoup moins gourmand, et de robustesse. Hein. Ensuite, par intégration de fonctions avancées, donc on a pu rajouter tout un tas de choses comme les superpositions d'images infrarouges visibles, mesures télémétriques, enregistrement de vidéos radiométriques, capacité de commande et de transfert de données par Wi-Fi, voilà, beaucoup de choses autour de ça. Et par une facilité d'utilisation, bien évidemment, qui a été fortement accrue grâce à tous les progrès qu'on a réalisés dans l'informatique industrielle. Alors, quels sont les facteurs différenciants d'une caméra de laboratoire d'une caméra de terrain aujourd'hui? Donc, alors, c'est pas une liste qui est exhaustive, bien évidemment, hein, puisqu'on parle de caméras qui travaillent sur les mêmes longueurs d'onde. Hein, donc, je suis sur des longueurs d'onde spectrales ici qui correspondent à ce qu'on appelle des LWIR. Donc, on travaille entre 8 et 14 micromètres. On pourrait travailler sur d'autres longueurs d'onde, bien évidemment. Et là, on est dans ce cas-là plutôt axé sur des caméras un petit peu plus haut de gamme, caméras labo, qui peuvent être utilisées sur le terrain aussi, mais sur des longueurs d'onde plutôt les WIR ou même du NIR, donc sur des longueurs d'onde plus courtes. Hein. La résolution thermique de la caméra, vous voyez donc, j'ai oublié la densité de capteurs, hein, donc le nombre de points que vous avez sur la matrice. Hein. Aujourd'hui, on peut avoir des caméras terrain de maintenance qui sont sur des valeurs qui sont de l'ordre de 1280 points par 960. Et aujourd'hui, sur une caméra de laboratoire, par exemple, une société allemande qui est bien connue dans le domaine de la recherche et qui fait des caméras de très haut niveau, on est sur des matrices au maximum qui vont de 1920 points à 1536 points. Vous voyez, ce qui n'est pas... c'est important quand même, visuellement en termes d'analyse de toute évidence, mais factuellement comme ça, si on regarde sur ce tableau, c'est pas aussi important que ça. Hein. Et ça évolue de façon continue. Hein. Les résolutions thermiques de caméra aussi, vous voyez, une bonne résolution thermique sur une caméra de laboratoire, on va être à 15 millikelvin, et aujourd'hui, on peut atteindre assez facilement des... résolution thermique de l'ordre de 30 millikelvin sur une caméra de terrain, une caméra de maintenance. Hein. Donc, possibilité de choisir tout un choix d'objectifs adaptés qui vont du téléobjectif jusqu'aux objectifs macro. Bon, ben maintenant, bien évidemment, on a ces possibilités-là dans les deux gammes, ce qui n'était pas le cas encore il y a jusqu'à peu de temps, puisqu'on était sur des caméras de maintenance qui étaient vraiment très mono-objectifs, où là, on avait assez peu de possibilités de passer de l'une à l'autre, hein, de façon en tout cas courante. Hein. Fonction de la mise au point, bah oui, maintenant on va avoir ces deux informations-là sur ces deux types de caméras, ce qu'on avait, pareil, il y a encore peu de temps, hein, où on avait souvent des mises au point qui étaient soit manuelles, soit à base d'autofocus, qui étaient pour le moins perfectibles, et qui ne donnaient pas toujours les résultats escomptés. Possibilité de réaliser des détections de gaz, par exemple. Hein, donc ça, c'était des choses qui étaient tout à fait dévolues avant. Des caméras plutôt laboratoire haut de gamme, hein, donc il y a des caméras qui travaillaient sur des longueurs d'onde un petit peu différentes. C'était des caméras, pour vous donner une petite idée, qui globalement avaient souvent d'ailleurs des systèmes de refroidissement interne, donc avec des matrices refroidies, et on était sur des caméras qui valaient, pour vous donner une petite idée, dans les 70 000 €. Quoi. Aujourd'hui, on a des caméras de maintenance classiques qui font de la détection de gaz. Hein, donc ça, je vous l'expliquerai un petit peu tout à l'heure. Capacité d'obtenir des enregistrements radiométriques. Donc, enregistrement radiométrique, hein, c'est la possibilité d'avoir une image. Donc, chaque point de cette image représente une information de température. Donc, chaque point, chaque pixel de l'image, en fait, est un point d'analyse de température. Donc, capacité d'obtenir ça, ben, on l'a maintenant sur les deux types de caméras. Possibilité de réaliser du streaming radiométrique, hein, donc la possibilité d'avoir en temps réel une image vidéo. Donc tous les points sont des points de mesure aussi. Ça c'est possible maintenant sur les deux types de caméras,
ce qui n'était pas le cas il y a encore très peu de temps. Enregistrement d'une vidéo radiométrique, bah oui, on peut le faire dans les deux cas. Vous allez pouvoir enregistrer une vidéo radiométrique, vous allez pouvoir l'analyser a posteriori de vos mesures, et vous allez pouvoir, en fonction des besoins que vous pouvez avoir, décider de mesurer précisément un des points de votre image radiométrique pour l'analyser, ressortir sur des rapports, des choses comme ça. Hein. Donc, vous pouvez faire tout ça. C'est pas juste un format fermé type AVI, par exemple, un format vidéo, c'est beaucoup plus que ça. Hein. Streaming temps réel, création de courbes d'image de POI, c'est-à-dire que quand vous faites un streaming temps réel, par exemple, vous allez pouvoir déterminer un des points de votre image et vouloir créer en fait une courbe qui sera l'image de l'évolution de votre température tout au long de votre streaming, hein, du temps d'analyse. Donc vous aurez vraiment cette courbe qui va se créer en temps réel hein, sur votre PC et qui vous permettra de prendre une prise de décision immédiate, par exemple. Format de données compatible à View ou MATLAB, oui, bah ça c'est des choses qui étaient vraiment dévolues à des caméras de laboratoire avant, et maintenant on a cette possibilité sur des caméras de maintenance. Transfert de données sans fil, alors on a beaucoup de possibilités de communication maintenant dans les caméras de maintenance, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent sur pas mal de choses, je vous montrerai tout à l'heure, et sur le laboratoire on l'a aussi. Hein. Intégration de mesures externes à la mesure de TC, bon, on peut récupérer maintenant tout un tas d'informations venant de capteurs externes, qu'on va intégrer, qu'on va agréger en fait à notre mesure. Hein. Donc l'exemple est faites une mesure sur un moteur, bah, vous allez récupérer des informations des intensités de chaque phase, par exemple. Hein. Donc ça c'était déjà possible dans les caméras de labo, maintenant ça l'est aussi sur le reste. Hein. Alors, quels éléments constituent la qualité d'un thermogramme? Alors oui, donc la qualité d'une image thermique, hein, en principe c'est l'addition de 4 facteurs. Hein. Donc la qualité de la mise au point, c'est tout bête, mais bien évidemment, la qualité finale d'un thermogramme, c'est la mise au point. Donc il faut apporter un soin tout particulier à cette partie-là. Hein. La qualité des objectifs utilisés, très très importante, bien évidemment. Hein. C'est comme, c'est assez bateau, hein, mais bon, dès qu'on veut un appareil photo un tant soit peu sympathique, qui laisse passer la lumière, etc., on a tous une petite idée à peu près des coûts des objectifs. Hein. Donc ça c'est très important. Hein. Le champ de visée est important aussi, hein, parce que bien évidemment, il faut que vous ayez un objectif qui soit adapté à ce que vous avez besoin de mesurer. Hein. Si vous avez besoin de mesurer je sais pas, une température sur un isolateur d'une ligne haute tension, vous n'allez pas utiliser un objectif macro. Hein. Pas évident, mais des fois l'évidence, j'ai outré un peu le trait, mais enfin, en tout cas c'est intéressant quand même bien évidemment de savoir qu'il faut adapter son objectif à ce qu'on a besoin de mesurer. Et bien évidemment la densité de PEL, de capteurs qu'on a sur la matrice, qui sont aussi importantes, qui sont directement dépendantes de la qualité de l'image que vous allez avoir, donc du thermogramme final, et également de l'incertitude de mesure que vous allez réaliser qui va être directement proportionnelle de ça aussi. Hein. Alors, juste une petite vision rapide d'une gamme Fluke aujourd'hui. Vous voyez, une gamme Fluke, elle est constituée de 3 séries, une performance, une professionnelle, une série expert. La première série performance est une gamme, on va dire, avec des performances déjà de bon niveau, mais plutôt adaptées à de la maintenance pure et dure, terrain, avec des capacités d'analyse peut-être qui ne sont pas le point fort, mais en tout cas la demande de cette gamme-là, qui va parfaitement faire son travail sur des parties classiques d'inspection d'armoire, autre chose comme ça, mais dès qu'on va voir un petit peu plus loin, ça peut parfois un petit peu limiter. Hein. Donc là, on va être sur 2 autres séries, les séries professionnelles et les séries experts, où là, on va trouver une déclinaison donc, de 2 gammes parallèles, avec des fonctionnalités assez similaires, en tout cas sur le haut de gamme. Hein. Si on part sur le haut de gamme, la TI 480 et la TI 580, on est sur des performances qui sont très similaires. Alors on voit la seule différence principale, en tout cas qui nous saute aux yeux, c'est le facteur de forme. Vous voyez, on est sur un format pistolet gâchette sur la gamme des TI 400 quelque chose, et on est sur une forme avec un grand écran très, très agréable, et un format avec ici une optique qui est indépendante de toute la partie d'analyse ici, hein, donc, ce qui permet éventuellement d'avoir l'écran toujours face à soi, malgré une orientation d'objectif qui peut être différente, ce qui n'est pas le cas forcément dès qu'on a une caméra type pistolet, comme on dit ici, qui est un petit peu différente dans ce cas-là. Hein. Alors, les caméras thermiques, aujourd'hui, on va les utiliser dans énormément de cas, et de plus en plus, justement, avec ces fonctionnalités supplémentaires qui sont offertes aux caméras de maintenance.
Donc on va utiliser ça dans toute la partie fabrication-production, hein, sur toute la partie électrique par exemple, des analyses de charge déséquilibrées, système de surcharge, des connexions, des pannes de composants, des erreurs de câblage, des composants sous-spécifiés. Donc tout ce qui va être process, bien évidemment, on va fortement utiliser la caméra parce qu'elle va être très intéressante. Je ne sais pas moi, valider par exemple le comportement d'un purgeur vapeur. La caméra, c'est quand même assez simple de voir ce qui se passe à ce niveau-là. Tout ce qui va être inspection de bâtiments commerciaux, donc toute la partie, cette fois-ci bâtiment, hein, donc, qui va être simplement de l'analyse de structure, par exemple de l'analyse qualitative de bâtiments, où là on va pouvoir voir de façon assez fine tout ce qui va être les problèmes de pont thermique, les problèmes de fuite, des problèmes aéroliques, d'entrée d'air, parasites, etc. Donc toutes ces données-là sont fortement prises en compte avec ce genre de caméra. Et puis on a la R&D sur la partie production, où là on va être plus sur la partie labo pur et dur, R&D, assurance qualité, méthode. Et donc là on va trouver pas mal de choses dans ce domaine-là qui vont nous permettre, voyez, de résoudre à peu près tous les problèmes liés à la thermique qu'on va observer, puisque vous savez, hein, la caméra, c'est peut-être l'outil de mesure le plus universel dans le domaine industriel, parce qu'il est efficace à partir du moment où on a un dégagement de chaleur. Hein, et il se trouve que la vie, ça n'est que du dégagement de chaleur. Hein. Alors, j'essaye de rentrer maintenant un petit peu dans justement ce que la techno aujourd'hui nous apporte et le glissement un petit peu d'un certain nombre de fonctionnalités purement laboratoire vers des fonctionnalités de maintenance aujourd'hui. Donc là, par exemple, vous avez deux représentations à chaque fois, une qui va être plutôt dédiée au domaine de la maintenance. Là, vous voyez, on est sur une armoire électrique, hein, donc on est en train d'inspecter des systèmes de fusibles sur un réseau triphasé. Et derrière, vous avez une visualisation de ce que va nous donner l'information sur une carte électronique, hein, quand on fait ce qu'on appelle du mapping hein, sur une carte. Hein. Donc là, on a, vous voyez, l'information qui va être totalement infrarouge, plein écran. Donc dans les deux cas, on voit à peu près ce qu'on va avoir comme information. On va pouvoir faire, toujours en plein écran ici, un mélange entre l'image visible et l'image infrarouge. On va pouvoir mélanger, on va faire, les Anglais appellent ça du blending, on va pouvoir introduire l'image visible dans l'image infrarouge dans le but en fait de localiser, de repérer de façon beaucoup plus fine en fait ce qu'on visualise avec l'image infrarouge. Ce qui n'est pas toujours évident des fois quand les images les thermogrammes sont très denses. Repérer quelle est la zone d'analyse n'est pas toujours aussi évidente que ça, et le fait de pouvoir mettre en transparence ces deux informations, c'est extrêmement précieux. On va pouvoir avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle les incrustations d'images, hein, du PIP. Donc on va incruster une image infrarouge dans une image visible. Et comme le traitement en fait, de l'image visible et de l'image infrarouge est fait de façon simultanée et très en amont de la chaîne d'acquisition, ces deux informations-là seront toujours enregistrées en même temps. Hein. Donc on ne peut pas faire un enregistrement sur ces parties-là, simplement de l'image infrarouge, sans en même temps enregistrer l'image visible. Donc ça c'est fort parce que ça va nous permettre effectivement d'avoir des localisations grâce à ça aisées, et surtout quand on fait un rapport, les gens comprennent tout à fait de quoi on parle, ce qui est parfois pas toujours aussi évident que ça quand on a juste un thermogramme d'affiché sur un rapport. Donc là on voit dans les deux cas, il y a à peu près ce que ça donne, et on va pouvoir faire aussi sur cette image PIP du mélange entre les deux images, entre l'image visible et l'image infrarouge. Toujours dans l'idée de renforcer en fait cette spatialisation, cette localisation de l'information. On va avoir aussi la possibilité, ça c'est très intéressant, de créer ce qu'on appelle des alarmes couleurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des zones d'analyse de température à partir d'un certain niveau. Hein. Vous voyez ici, par exemple, on doit analyser que les fusibles qui ont les températures les plus élevées parce qu'on a dit à notre caméra que voilà, je veux visualiser que les informations de température au-dessus de, je vais vous dire n'importe quoi, 65 degrés par exemple. Ce qui serait le cas ici, et on ne verrait sur l'afficheur uniquement les températures supérieures à 65 degrés qui viendraient se colorer de façon tout à fait classique et se superposer à l'image visible. Hein, ce qu'on voit ici, et c'est ce que vous voyez ici sur la cartographie de carte électronique, hein, vous voyez, où on n'aurait que les composants qui seraient supérieurs à une certaine température qui se détacheraient de notre fond. Hein. Donc ça c'est très intéressant pour la localisation aussi. Hein. Alors ça marche sur température élevée, température supérieure, inférieure, dans une échelle, hein,
À l'intérieur, simplement, si on ne veut voir l'afficheur que les températures entre 40 et 60 degrés, par exemple, on peut très bien le faire aussi. Hein. Et on peut bien évidemment avoir toutes les informations totalement visibles. Alors, aujourd'hui, les caméras, en plus, ont une capacité à avoir des images visibles de très bonne qualité, ce qui n'était pas toujours le cas il y a quelques temps encore. Hein. Donc là, on a facilement maintenant des caméras qui ont jusqu'à 5 voire 8 millions de pixels sur la partie visible, ce qui permet même d'aller chercher très finement les petits détails, et sur les cartographies de cartes électroniques, par exemple, d'aller lire directement, bien évidemment, la référence du composant qui est en question, qui est en difficulté, par exemple. Alors, caméra enregistrée de façon assez cadre dans l'image radiométrique et l'image dans le visible, afin de permettre la superposition instantanée des deux informations. C'est ce qu'on a bien évidemment, et ça s'appelle l'IR Fusion, ce qui est un brevet d'ailleurs de chez Fluke. Alors, mise au point automatique laser sharp. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la mise au point est très importante. Et Fluke a développé en fait une mise au point par un télémètre laser. Hein. Donc vous avez une mise au point qui est automatique, donc qui s'appelle le laser sharp, qui utilise donc un laser intégré qui permet de calculer la distance entre la cible, entre la caméra et la cible, avec une assez grande précision. Donc le télémètre laser peut calculer des distances allant jusqu'à 30 mètres et afficher l'image. Hein. Vous voyez, il y a une représentation ici, on voit une citerne, on voit au premier plan ici un grillage. Si on utilise des systèmes autofocus, l'autofocus a un mal de chien, va se perdre en fait sur ce grillage, il va avoir tendance à faire la mise au point dessus, ce qui donnerait ce genre d'image. Et en fait, là, le fait d'avoir un laser, on va avoir la possibilité d'aller chercher exactement, par exemple, la tête de ce robinet-là, et on va faire la mise au point uniquement sur cette partie-là, ce qui va nous garantir en fait d'avoir une mise au point optimale. Pour une petite histoire, d'ailleurs, sur l'écran qu'on récupère de la caméra, on va récupérer la mesure ici avec la mesure en mètres, centimètres, ça dépend à quelle distance on se situe, qui sera donnée en complément, ce qui est très intéressant d'ailleurs pour les gens qui travaillent dans le domaine du bâtiment, hein, puisque ça permet d'avoir une notion, en plus du thermogramme, de la distance précise. Alors, on a une autre, toujours par exemple dans la partie mise au point, une notion qui est très intéressante, qui s'appelle le multi-sharp. Alors, le multi-sharp, en fait, là on est, vous voyez, sur un thermogramme, ici sur une profondeur de champ, hein, donc avec un certain nombre d'éléments qui sont au premier plan, et des éléments ici qui vont être sur l'arrière-plan à X mètres. Et bien on voit que si on utilise la caméra de façon classique, hein, les caméras de façon classique qui n'ont pas une fonction spécifique multi-sharp, on va avoir une mise au point qui va être correcte sur le premier plan. Et au fur et à mesure que vous allez vous éloigner et que vous allez aller sur le fond de champ, bah, vous aurez une image qui va être floue. Le multi-sharp, en fait, fait quoi? Il fait une mise au point donc, sur le premier plan et va prendre un certain nombre d'informations, de thermogrammes, avec l'ensemble de la profondeur de champ. Hein. Et forcément, ces thermogrammes-là, tenant compte de la profondeur de champ, sont parfaitement mis au point. Et un logiciel va venir recréer en fait une image qui sera parfaitement mise au point du premier plan jusqu'au plan le plus éloigné sur le champ de vision qu'on est en train d'observer avec cette caméra. Hein. Donc ça c'est très intéressant parce que ça permet effectivement d'avoir appliqué une analyse au niveau des images excellente, quelle que soit la profondeur de champ. Hein. Alors, un mode qui est intéressant, c'est le mode super résolution. Alors là, on l'illustre ici par rapport à une caméra TI480, qui est une caméra haut de gamme de la partie professionnelle. On est en 640 par 480 points sur la matrice. Et on a donc ce mode super résolution, qui est un mode en fait qui tient compte des petits mouvements qu'on peut avoir au niveau de la caméra et qui va venir nous calculer des points intermédiaires, hein, donc faire un système de moyen-âge, et va venir nous rajouter l'information visible dans ce cas-là, alors directement sur la caméra ou sur le logiciel, mais on va pouvoir, grâce à ça, récupérer, vous voyez, ce genre d'image. Donc voilà, ça c'est un château d'eau. Vous voyez un peu la finesse, effectivement, d'image, du nombre de points. C'est parfaitement mis au point, et en termes d'analyse derrière, c'est excellent. Hein. Vous voyez, c'est la 480, il y a quelques exemples ici de leur spécification. Hein, donc on va de -20 à 800 degrés, on a toutes les possibilités de mise au point. On a donc ce mode-là. Donc le mode haute résolution nous permet de passer jusqu'à 1280 par 960 points. On a des zooms numériques x2, x4, des possibilités de communication avec les systèmes FlukeView, on peut faire des enregistrements vidéo radiométriques,
On a la possibilité d'avoir des lignes de repères en live ici qui permettent de prendre des mesures min, max, moyenne sur des lignes, des fonctions télécommande, on peut télécommander à distance la caméra si on le souhaite, etc. Enfin, voilà. Donc ça permet vous voyez, de récupérer comme des informations qui sont très fines sur ces parties-là et qui donnent beaucoup d'analyses a posteriori extrêmement fines compte tenu de ces valeurs. Alors, l'utilisation d'objectifs, vous avez vu que c'était un prérequis aussi pour la qualité de l'image. Donc là, on va avoir la possibilité de rajouter un certain nombre d'objectifs sur la caméra. Alors, les objectifs sont auto-reconnus, c'est des systèmes avec une électronique de reconnaissance. La partie étalonnage, les cours d'étalonnage sont inclus directement dans l'objectif qu'on va appliquer. Donc, on a toujours la bonne adéquation par rapport à la caméra par elle-même. Et on va pouvoir avoir tout un panel, une déclinaison en fait, d'objectifs différents qui vont nous permettre de travailler dans différents cas. Donc là, on est par exemple sur l'utilisation d'un objectif macro qu'on repère ici, vous voyez, puisqu'on a une pièce ici, qui est une pièce américaine. Vous voyez à peu près ce que ça donne sur un objectif standard, et dès qu'on va utiliser le macro, on va arriver à ça, et on le voit un petit peu mieux ici sur une sérigraphie électronique. Vous voyez, en standard avec un objectif 20 mm classique, on va avoir ce genre d'information, et dès qu'on va utiliser l'objectif macro, on va arriver à cette finesse d'analyse. Donc on va mieux comprendre l'accumulation de dissipation thermique sur des cartes électroniques, imprimées, identifier un composant défectueux ou une zone précise de ce composant potentiellement défectueux, et voir aussi un certain nombre de choses aussi finement que ce qu'on vous voyez ici, avec une résolution de l'ordre de 25 microns. Petit exemple qui donne qu'en général c'est plus petit que la moyenne des chevaux humains en diamètre. Voilà, c'est un objectif qui s'appelle le Fluke Lens 25 Axé 2 et qui est adaptable en fait sur une bonne partie des caméras des séries professionnelles et experts, donc des TI 450, 480, des TX 520, 560, 580. Donc il y a une bonne partie des caméras des gammes Fluke d'analyse qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. Alors, on a la possibilité, vous voyez ici, alors ça, c'est pas une 480, c'est une TX 580, c'est haut de gamme. Et vous voyez le genre d'informations qu'on va récupérer avec ce genre d'outils, avec une finesse quand même au niveau d'un composant qui est quand même très appréciable, chose qu'on ne récupérait en fait que sur des caméras plutôt de laboratoire il y a encore quelques temps. Donc on peut très bien avoir une caméra de ce type-là, avoir une application laboratoire de cartographie, de carte électronique, de mapping, et en même temps, en choisissant un objectif télé, d'aller chercher une information sur un isolateur, sur une ligne de tension qui est située à 20 mètres, vous voyez. Donc ça donne une grande praticabilité dans l'utilisation de la caméra. Alors oui, en termes de résolution, c'est une 640 par 480 qui a aussi le mode super résolution, celle-ci. Alors le x4 ici, vous le voyez, donc il a cette forme-là. Et donc là, je vous ai mis une petite représentation à peu près de ce que ça représente. Un objectif standard, vous observez ça. Le télé x2 ressemble à ça, et le télé x4 ressemble à ça, tout en sachant que sur les hauts de gamme, en plus, on a le zoom numérique qui nous permet encore de gagner un petit peu derrière, puisqu'on a vu qu'on était x2, x4 sur ce genre d'outils. Donc ça donne une grande facilité, une grande praticabilité, je vais y arriver, par rapport à cet outil. Donc là, quelques petites représentations des différents types d'objectifs qu'on peut adapter sur ces équipements-là, et avec quelques représentations qu'on va pouvoir obtenir, soit sur la cartographie toujours, soit sur des analyses extérieures, que ce soit sur les caméras type professionnelles ou sur les experts. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait faire l'analyse de gaz aussi avec ce genre de caméra. Donc là, ici, vous voyez, Fluke a lancé une caméra qui s'appelle TI450 SF6, qui a le comportement d'une caméra de très bon niveau, puisqu'elle fait partie des gammes professionnelles. Elle est juste en dessous des 480. Donc là, pour tout ce qui est inspection de façon générale, ce qu'on a vu tout à l'heure, ça fonctionne très très bien. Mais en plus, ce dispositif-là a une petite touche sur son écran tactile qui permet de passer en mode détection de gaz. Donc là, en l'occurrence, on est dans le domaine électrique, donc dans les stations et sous-stations de transformation, vous avez un gaz sous pression dans les équipements de raccordement, qui est le SF6, l'hexafluorure de soufre, qui est assez qui est pratique dans le domaine électrique parce que ça va donner une très bonne isolation. Mais par contre, quand ça fuit, c'est pas excellent au sens où c'est quand même un gaz à effet de serre assez puissant.
il vaut mieux essayer de le confiner le mieux possible, hein. Donc là, on voit qu'on arrive dans un mode ici, vous voyez, sur l'équipement, on est sur l'isolateur, et vous voyez, en pied d'isolateur, ici, vous avez la fuite, la visualisation de la fuite, hein, qui est très précise, qui ressemble à un jet de gaz, qui va permettre effectivement aux techniciens du site de réaliser la réparation. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce test-là se fait avec l'équipement en fonctionnement. Ce qui n'est pas le cas en général sur les autres équipements qui demandent un arrêt du site, hein. Donc voilà, vous voyez, ce genre de dispositif aussi maintenant commence à s'orienter vers des dispositifs qui sont pas purement simplement d'analyse thermique, mais de la détection d'un gaz de ce type-là. Et je pense que c'est que le début, hein, puisqu'on aura l'analyse d'autres types de gaz qui vont se faire dans l'avenir. Voilà, donc c'est une possibilité qui était offerte jusqu'à présent que sur des caméras vraiment très haut de gamme, qui allaient dans le niveau de prix dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'était des caméras qui étaient de l'ordre de 60 000 € à peu près, quoi. Donc là on n'est pas du tout, bien évidemment, dans ce domaine-là, quoi. Donc voilà, petite explication de ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Donc si vous voulez le revoir, vous le verrez après. Migration technique, capture de grandeur électrique et physique additionnelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Vous avez votre caméra, vous allez placer un certain nombre de dispositifs ici. Là, on voit des boucles de courant, hein. C'est les boucles de Rogowski qui permettent de mesurer l'intensité de chaque phase. On va pouvoir récupérer les informations d'intensité de chacune des phases directement au moment où on va faire une capture d'écran avec la caméra, hein. Donc ça permettra d'avoir non seulement toutes les informations thermiques nécessaires sur ce qu'on est en train d'observer, mais en plus on va récupérer des informations électriques qui sont primordiales, puisque si on veut déterminer un échauffement par exemple, il est proportionnel en principe au carré d'intensité qui passe au travers, un P égale R carré, donc avoir cette information d'intensité est particulièrement importante. Alors toute la partie mise en réseau, partage, archivage de données, ça devient quelque chose de très important, puisque maintenant on va pouvoir réaliser tout ça. J'arrive, voilà, donc non seulement on va pouvoir interfacer notre caméra avec différents types d'éléments de mesure, donc on vient de voir une capture d'intensité par exemple, mais ça peut être des captures de température, d'hygrométrie, ça peut voilà, plein de choses, donc on va pouvoir directement interfacer ça au niveau de la caméra, mais on va pouvoir aussi mettre les choses en réseau à partir d'un logiciel qui s'appelle Fluke Connect, qui est disponible directement sur les stores de nos fournisseurs d'accès préférés. Et donc ce logiciel-là va servir en fait de logiciel de récupération, d'analyse à distance, de récupération d'informations, de mesures électriques, physiques, enfin, tracer des courbes. On va pouvoir éditer à la limite directement un premier rapport à partir d'une récupération de thermogramme sur une caméra. Et tout ça peut être mis en réseau, peut être partagé au sein d'un service, hein. On peut envoyer des informations directement vers un collègue. On va pouvoir stocker les données éventuellement. Et alors il existe un logiciel en plus supplémentaire chez Fluke qui peut permettre éventuellement vraiment d'avoir une gestion de service en tant que tel, avec toutes les données actuelles qu'on pourra avoir, qui sera un peu un Facebook de la mesure, si j'ose dire, hein. Donc voilà, donc mesure, enregistrement, partage, donc tout ça fonctionne dans tous les sens, si j'ose dire, pour le bienfait de tout le monde, parce que ça on gagne beaucoup en facilité, en puissance, donc aussi, et tout ça facilite énormément les choses, hein. Donc en termes de logiciel, on a plusieurs possibilités. Ah, pardon, j'étais un peu vite, parce qu'on va avoir donc le logiciel classique de bureau qui s'appelle, alors là c'est Fluke Connect, ça peut s'appeler Fluke SmartView aussi, donc qui permet de récupérer les données, de les traiter de façon tout à fait complète. Un logiciel qui est très puissant et qui permet donc d'analyser, de traiter, d'éditer des rapports professionnels. On va avoir la possibilité donc d'interfacer directement avec Fluke Connect qu'on a vu tout à l'heure sur notre téléphone portable. Et on va pouvoir éventuellement, au travers d'un cloud, ici travailler sur des logiciels un petit peu spécifiques chez Fluke. Donc là, on est sur une solution logicielle qui est assez complète, qui est assez efficace et professionnelle, et qui fait justement sortir un petit peu aussi toutes les informations simplement de ce qu'on avait classiquement l'habitude de faire sur les parties logicielles maintenance, et on va beaucoup plus loin maintenant. Bon voilà, donc les innovations de ces dernières années, hein, donc la mise au point laser sharp, la mise au point
les technologies de fusion, IR-Fusion qu'on a vu tout à l'heure, le modèle Multi-Sharp avec la mise au point sur les profondeurs de champ, toutes les possibilités d'utilisation maintenant d'objectifs utilisables de façon simple avec les courbes d'étalonnage intégrées, le mesure télémétrique intégré, les possibilités de créer des prises de mesure dans le visible qu'on appelle l'IR Photonote en complément, l'autocapture, on a des outils de test, des applications sur smartphone. Donc tout ça fait que l'analyse, en fait, et les capacités d'analyse des caméras ont énormément évolué par rapport à ça. Et la fameuse frontière dont je vous parlais tout à l'heure tente à se réduire. Hein, donc elle existe toujours, bien évidemment, par rapport à ce que j'ai dit, mais sur en tout cas une bonne partie des caméras de laboratoire, on va dire, j'aime pas le terme, on va dire d'entrée de gamme, maintenant sont disponibles effectivement sur les caméras de maintenance avec le plus grand bonheur qu'on peut avoir par rapport à ça. Hein. Donc une petite représentation de la série Expert tout à l'heure dont on a vu la 580 par exemple, vous voyez à peu près le type de gamme, hein, donc on peut aller jusqu'à 1200 degrés sur la 560. Les matrices, vous les voyez ici, on va à 640 par 480, avec les modes super résolution, on va doubler. On est quand même sur des IFO, vous voyez, sur la plus petite surface qu'on peut mesurer en étant à 1 mètre, on est sur 0,93 milliradians, ça fait 0,93 mm sur 0,93 mm. Hein. Donc c'est quand même des choses très très fines. Tous les dispositifs de mise au point à distance, le NETD ici, on est quand même, vous voyez, sur 50 millikelvin, 30 millikelvin sur la 560. Tous les modes fusion, les enregistrements vocaux, on est vraiment voilà, maintenant sur des machines qui sont quand même d'une puissance assez étonnante et qui sont tout à fait mixtes pour les applications dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont nous amener du laboratoire sur de l'analyse de cartographie de cartes électroniques jusqu'à des applications terrain, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans le domaine électrique, dans le domaine du process. Donc c'est vraiment de ce côté-là très, très intéressant à analyser et comprendre jusqu'où on peut aller avec tout ça. Hein. Conclusion, donc, par rapport à tout ça, moi de mon côté, hein, donc, un petit peu présenté tout à l'heure, donc moi je suis responsable formation de l'entreprise, de Distram. Donc on met au point un certain nombre de formations sur une journée ou sur 2 journées sur le domaine de la thermographie industrielle. Donc là on serait tout à fait heureux de vous accompagner si le besoin s'en faisait sentir par rapport à ce genre d'outils, qui restent des outils alors, qui sont maintenant, grâce à l'informatique industrielle, je vous l'ai montré tout à l'heure, qui se sont beaucoup simplifiés, mais qui nécessitent quand même une base d'analyse, une base technologique pour les utiliser de façon adéquate. Hein. Alors je vais juste faire une petite remarque ici, c'est qu'on a un service en interne, qui est un service, un pôle de location, sur lequel vous avez la possibilité, si le besoin s'en fait sentir, de louer une caméra de ce type-là, peut-être même d'ailleurs pour la tester, hein, pour voir ses fonctionnalités et voir si c'est adapté à votre dispositif. Mais sachez que ce pôle-là, en fait, met pas mal de caméras à disposition et ça peut permettre peut-être dans un premier temps, pas forcément de faire l'acquisition, en tout cas voilà, d'observer les choses. Hein. Donc j'ai à peu près terminé tout ce que je vous avais à vous dire ici. Donc vous retrouverez mes coordonnées. Hein. Donc là, vous avez cette partie-là avec mes coordonnées téléphoniques et mon adresse mail. Si vous avez des questions complémentaires, je vous invite à me les poser avec grand plaisir. Et vous pouvez de toute manière, sinon, me demander par mail, puisque vous l'avez ici, si vous voulez que je vous envoie le contenu de cette partie-là. Sinon, vous pouvez revoir, comme vous le savez, en replay, en fait, cette information-là sur le plus long terme. Hein. Alors, je vous laisse savoir pour éventuellement les gens qui sont toujours présents, est-ce que tout ça a été clair? Est-ce que ça fait remonter un certain nombre de questionnements? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je pourrais répondre tout de suite sur... j'ai mes collègues qui me demandent de friser la caméra. Voilà, je ne sais pas si ça marche mieux, apparemment vous m'aviez perdu là. Ma connexion a bugué, d'accord. Je ne sais pas si vous m'avez toujours en ligne, je ne sais pas si voilà, je sais pas si les personnes qui sont présentes sont toujours là. Je vois Marilène, je vois Pierre-Laurent. Donc je voulais savoir si éventuellement tout ça vous évoque des questions diverses et variées. Je me ferai un plaisir de vous y répondre tout de suite. Hein, ou sinon, vous pouvez sur mon adresse mail me passer un petit
mail et je me ferai une joie de répondre sur cette partie-là. Donc, je ne sais pas si... Non, a priori, j'ai pas l'impression... oui, vous aurez un replay qui sera bientôt disponible. J'espère avec pas trop de défauts de qualité de vidéo ni de son, parce qu'apparemment c'était pas tout à fait excellent, mais bon, j'espère que c'est pas pire. Hein. Bien, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions complémentaires, hein, si vous n'avez pas de demande spécifique, il est 41 a priori, je vais bien attendre encore un petit peu. Non, personne n'a de questions spécifiques. Bien, bah écoutez, je vais vous remercier tous, et puis bah, je vous donne rendez-vous lors d'un prochain Webikeo, d'un prochain séminaire sur un thème qui touchera bien évidemment toujours la maintenance électrique, électronique et éventuellement peut-être aussi des applications un petit peu plus haut de gamme en caméra. Encore, là pour le coup, on pourra peut-être aller un petit peu plus sur la partie laboratoire spécifique. Et donc on va essayer de faire ça, je pense, peut-être pas le mois prochain, mais en tout début d'année prochaine. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation et je vous dis donc à très bientôt. Merci, au revoir.